C'est parti pour 32 km jusqu'à Navarenx, sous le soleil. Ça c'est cool, ça fait plaisir. Je vais peut-être voir les Pyrénées. Les Pyrénées. Alors en face c'est la vallée d'Ossau sur la droite, la vallée d'Aspe juste en face, et Roncevaux est quelque part là-bas derrière les arbres. Il est 9h15, ça veut dire que j'ai un petit peu traîné ce matin. Ça fait du bien de temps en temps. Bon, plus que 31 km. C'est quand même plus agréable comme ça. Bien. Reprenons donc notre récit de la guerre de 100 ans. Nous en étions restés au traité de Bretigny de 1360, signé entre Édouard III et le dauphin. Le dauphin, futur Charles V, qui prendra la couronne de France en 1364. Sitôt devenu roi de France, Charles V réunit son top management et leur tient à peu près ce discours. Bon, je suis le boss du game. Il faut opérer un benchmarking des process qui n'ont pas fonctionné et en tirer une stratégie qui matche avec nos objectifs ASAP. Je précise que j'ai directement traduit les paroles du nouveau souverain dans la novlangue managériale afin que d'éventuels étudiants en école de management puissent suivre, à défaut de tenir une conversation correcte en anglais. Cette précision étant apportée, voici donc les paroles que Charles V prononça en substance à ses différents conseillers. On a quand même bien merdé. Faudrait voir à ce qu'on fasse quelque chose pour pas être condamné à un régime mouton à la menthe été de 5 heures. Charles V, dit le sage, comprend immédiatement que la stratégie de bataille rangée contre les Anglais est vouée à l'échec. Il va donc falloir choisir une autre stratégie. Et c'est ainsi qu'il base sa stratégie sur l'utilisation des grandes compagnies. La suite, après que j'ai enlevé ma veste, parce qu'il commence à faire chaud. Fais-toi le chien. Alors, qu'est-ce qu'étaient les grandes compagnies ? Les grandes compagnies, c'était des compagnies de mercenaires qui, quand il n'y avait pas la guerre, donc quand elles n'étaient pas employées par un souverain ou un seigneur quelconque, se regroupaient et écumaient les campagnes. Autant dire que la population en bavait. En temps de guerre, ces troupes étaient financées par le prince ou le roi qui les employait, mais en temps de paix, pas de pognon, donc elles allaient en chercher là où il y en avait, dans la population. Elles s'adonnaient donc au pillage, au brigandage et à de multiples déprédations. Je traverse la Gave. Oh ben pourquoi on t'a mis le collier de la honte ? Oh,
Ils sont pas gentils, hein. Mais non, t'en vas pas. C'est pas honteux, tu sais. Voilà, c'était l'instant collier de la honte d'un chien malheureux. Alors qu'il n'a pas à avoir honte. Bon, s'il avait porté le chapeau de la reine d'Angleterre, je dis pas. La suite après la pause. Alors, épicerie, bar, snack, à gauche. Ça tombe bien. Je vais vers la gauche. J'avais vu le trottoir. Bien, après cette pause pain au chocolat, pardon, chocolatine, ici, Grand Café, je reprends. Où en étais-je? Ah oui, les grandes compagnies. Dernier mot sur les grandes compagnies. Elles coûtent cher en temps de guerre, elles coûtent cher en temps de paix. Un peu comme les cabinets conseils type McKinsey. La différence entre les grandes compagnies et les cabinets conseils de type McKinsey, c'est que dans les batailles, les grandes compagnies avaient un rôle déterminant. C'est vrai que c'est quand même plus utile d'avoir une bande de soudards avec des épées bien costauds et qui veulent en découdre, plutôt que d'avoir un PowerPoint de 50 pages en parchemin qui dit en gros: nous avons tenu un workshop, on a bien brainstormé en échangeant face-to-face et nous sommes arrivés aux conclusions suivantes. La compliance de nos objectifs dépendra d'un bon matching entre notre global strategy et la situation tactico-météorologique. Petit b, de la bonne adéquation de nos ressources internes et externes avec les forces de l'opponent. Consequently, il conviendra de latéraliser les ressources ne faisant pas partie de notre cœur de métier. Petit c, la communication top-down sera un élément crucial de la compliance de nos objectifs. Tout ça, je le rappelle, sur 50 pages de parchemin, décoré par des enlumineurs professionnels, avec des belles couleurs. Transcrit sur un bout de parchemin de la taille de l'étiquette de mon caleçon, piqué à la Bible la plus proche, ça donnerait à peu près ça. Arrêtons de charger comme des dératés dans la boue face aux archers anglais. Essayons de ne pas envoyer deux pelés trois tondus armés d'épées en plastique face à quelques milliers d'hommes. Et puis de préférence, n'envoyons pas les cuisiniers et les lavandières. Et quand on dit d'arrêter de charger dans la boue parce qu'on est en train de se faire défoncer, il faut que les seigneurs surexcités obéissent et arrêtent de charger dans la boue. Sinon, on se fera défoncer. Encore plus. Donc, pour le même prix, entre le PowerPoint en parchemin de 50 pages et la troupe de soudards assoiffés de sang qui veut défoncer l'adversaire, je choisis les soudards. Fort heureusement pour notre futur régime alimentaire, les cabinets conseils n'existant pas encore à l'époque de Charles V, ce dernier choisit la bande de soudards. Et il envoie Bertrand du Guesclin réunir les grandes compagnies pour aller sévir, devinez où? En Angleterre? Non. En France alors? Non. En Castille? Ouais. En Espagne? En Espagne? La suite après la côte, qui me rapproche aussi de l'Espagne. Ça tombe bien. Elle est longue et raide celle-là.
Pourquoi la Castille? Eh bien, Charles V veut débarrasser la France des grandes compagnies, et donc il les envoie avec Bertrand du Guesclin à leur tête, qui est le connétable du royaume de France, combattre Pierre le Cruel en Castille. Pierre le Cruel, c'est Pierre Ier, roi de Léon et de Castille. On l'appelle le Cruel parce qu'il était vraiment très méchant. Entre autres exactions, il ordonna l'assassinat de son épouse, Blanche de Bourbon, fille du duc Ier de Bourbon et d'Isabelle de Valois, mais aussi belle-sœur de Charles V. Ça y est, j'ai mal à la tête. Donc, du Guesclin arrive en Castille avec sa bande de soudards assoiffés de sang qui sont là pour défoncer l'adversaire, et ils combattent Pierre le Cruel. Ça veut dire qu'ils soutiennent, qui donc, je vous le demande, Henri de Trastamare, fils bâtard d'Alphonse XI et d'Éléonore de Guzman. Je ne vous détaillerai pas ici la première guerre civile de Castille, qui est un des conflits périphériques de la guerre de Cent Ans, mais toujours est-il que Pierre Ier le Cruel, après avoir été défait une première fois, perdu son royaume, fait appel à des alliés qu'on connaît bien maintenant, le prince noir, fils d'Édouard III, et Charles II le Beauvais. Encore lui. Avec l'aide de ses alliés, Pierre le Cruel reprend le royaume de Castille. Mince alors. Le retour de la revanche d'Henri de Trastamare, après la Gadoue et la côte qui glisse. Après la défaite d'Henri II de Castille face à Pierre le Cruel, le prince noir prend ses quartiers à Burgos et attend le paiement pour son alliance. Ces troupes ne sont pas habituées au climat rude de cette région, et en plus, on ne vient pas le payer. Donc, il dit, si c'est comme ça, je me barre. Il retourne en Guyenne, là je viens de marcher dans un gros tas de boue. Il retourne donc en Guyenne, et Henri II en profite pour reprendre la Castille et finira par tuer son demi-frère en combat singulier, aidé un petit peu par du Guesclin. Quel rapport me direz-vous avec la guerre de Cent Ans chez nous? Eh bien, en aidant Henri II de Castille face à Pierre le Cruel, on tape quand même un peu sur les Anglais, ce qui fait toujours plaisir, mais pas en France, ni en Guyenne. Et surtout, on obtient un allié sur le flanc sud de la Guyenne, cet allié sur le flanc sud de la Guyenne pouvant faire peser une menace sur le perfide anglois le jour où on aura décidé de récupérer notre pinard, nos alcools et notre gras du sud-ouest. Subtil. La suite, après la côte et après la pause mini saucisson figolu. J'ai faim. Bon, je crois que je vais faire une pause à l'abbaye de Sauvelade, qui doit être quelque part là-bas en bas. Et comme d'habitude, ce genre de descente raide sur le goudron est une véritable torture pour les pieds. Ah, je dois arriver à l'abbaye. Il ne reste plus qu'à trouver un endroit où me poser un peu. Je vais éviter le cimetière. Bon appétit. Bien, après cette pause saucisson figolu,
il est temps de reprendre notre récit. En 1368, Charles V demande au prince noir, fils d'Henri III d'Angleterre, de lui rendre hommage pour le duché de Guyenne. 2 jours plus tard, le même Charles V rompt le traité de Bretigny, et encore 2 jours plus tard, Charles V s'allie avec Henri II de Castille, qu'il a aidé pendant la première guerre civile de Castille, dont on a parlé tout à l'heure. Évidemment, le prince noir envoie balader Charles V. Les nobles du Rouergue et du Périgord passent du côté de Charles V. C'est vrai, pourquoi le foie gras irait en Angleterre? En plus, il ne supporte pas le voyage. Donc, autant le manger chez nous. Les habitants de Rodez se révoltent contre les Anglais. Et plus de 800 villes du sud-ouest prennent le parti de Charles V. Là, pour les Anglais, ça commence à sentir le sapin. Je vous passe les multiples batailles qui eurent lieu à partir de la reprise des hostilités, depuis du Guesclin qui chasse le duc de Bretagne de son duché, jusqu'à l'alliance qu'Édouard III passe avec les Flamands. Et ouais, d'où le complot anglo-belge. Pourquoi les Flamands se tournent du côté d'Édouard III? Eh bien, rappelez-vous, le commerce, le pinard du sud-ouest, le sel de Bretagne, la laine d'Angleterre qui part dans les Flandres. Parce que les Flamands fabriquent des tapis, donc ils ont besoin de la laine anglaise. Plus de laine anglaise, plus de tapis. Ou alors des tapis avec les herbes des dunes qui bordent les côtes flamandes. Ce qui est tout de suite nettement moins confortable. La suite, après la 54e côte. Toujours est-il qu'en 1378, les Anglais ne contrôlent plus que quelques villes sur le continent et quelques forteresses dans le Massif central. Dans ta face, Édouard III. Édouard III qui meurt en 1377 et auquel succède Richard II. Dans ta face, Richard II. Vous êtes contentes, hein les filles? Et oui, les vaches sont contentes parce que elles parlaient très mal anglais. Et puis vous, les classes bilingues, les petits, ça vous disait rien du tout. Hein. Un petit instant vache comme ça au milieu du récit, ça peut pas faire de mal. Et puis ça ne hachera pas plus qu'il ne l'est déjà. C'est chouette, non? Bien, après cette succession de descentes raides sur le bitume et de montées non moins raides sur le bitume, je reprends. Où en étais-je? Oui, 1378, les Anglais ne contrôlent qu'une poignée de villes en France, ainsi que des forteresses au Massif central. Charles V finit par mourir, ouais. Et lui succède Charles VI. Charles VI qu'on appellera Charles VI le Fou. Ah, crotte alors. Là, je sens que ça va se compliquer. Charles VI alterne les crises de lucidité et les crises de démence, ce qui, quand on est roi de France et qu'en plus qu'on est en guerre contre les Anglais, n'est pas la meilleure manière de vaincre. Et à partir de 1380, la France subit des épisodes de guerre civile. Les grands seigneurs du royaume en profitent pour en reprendre le contrôle. On assiste à une querelle entre les Bourguignons et les Armagnacs. C'est bizarre.
Une querelle entre les Bourguignons et les Armagnacs. Comprends pas. On peut très bien boire du Bourgogne pendant le repas et de l'Armagnac en digestif. Pourquoi se faire la guerre? Les Anglais profitent de cette guerre civile pour reprendre l'initiative. En 1415 a lieu la bataille d'Azincourt, sur laquelle je garderai un silence pudique, étant donné la déculottée mémorable que les Français ont pris. En 1417, Henri V, le nouveau roi d'Angleterre, débarque en France et commence les opérations avec ses alliés bourguignons. Ouais, ses alliés bourguignons. Ah, les traîtres! Les ducs de Bourgogne se sont en effet alliés aux Anglais. Ducs de Bourgogne qui disparaîtront avec leur dernier représentant, Charles le Téméraire. Charles le Téméraire, fils d'Isabelle du Portugal et de Philippe III, de la branche bourguignonne de la Maison des Valois. Donc Charles le Téméraire, de la branche bourguignonne de la Maison des Valois. Contre Charles VI et Charles VII de la Maison des Valois. C'est fou ce qu'on s'aime bien dans cette famille. Toujours est-il qu'en 1429, les Anglais contrôlent tout ce qui est au nord de la Loire, ainsi que la Bourgogne, par l'intermédiaire de leurs alliés bourguignons. Il ne nous reste pas grand-chose. Henri V se marie à Catherine de Valois. Quelqu'un a un Doliprane? Et puis, il meurt à Vincennes. Et son fils Henri VI se fait proclamer roi de France et d'Angleterre à la mort de Charles VI. Roi de France et d'Angleterre. Le goinfre, il a bouffé les 2 galettes des rois. Le dauphin Charles, qui normalement aurait dû prendre la couronne à la mort de Charles VI, se réfugie à Troyes, seul avec quelques potes. Il se proclame bien évidemment lui-même roi de France. Alors attends, ça veut dire qu'on a un roi d'Angleterre et 2 rois de France, dont l'un est aussi roi d'Angleterre. C'est compliqué. Reste à savoir lequel est le bon, lequel sera reconnu, qui boutera l'anglais hors de France, qui nous évitera un régime mouton à la menthe, thé de 5 heures. J'ai nommé Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, dont je vous raconterai l'épopée demain. Ah ouais, mais t'avais pas dit aujourd'hui? Non, aujourd'hui c'est pas possible. Parce que si c'est aujourd'hui, il me reste plus que 6 km. Donc entre 2 prises de vue, je marche quand même pas mal. Et je dois dire que j'en profite. Et puis surtout, si je commence à raconter, je tombe en panne de batterie. C'est ballot. T'avais qu'à recharger ton téléphone, pauvre gland. J'entame ma descente sur Navaranx, que je vais finir par bien prononcer, qui est niché quasiment au pied des Pyrénées, dont les sommets sont enneigés. Si ça se trouve, je vais avoir de la neige en montant au col de Roncevaux. Ce serait cool. Enfin, tant qu'elle ne me monte pas à la poitrine. Alors là, c'est une sacrée collection d'Airstream. C'est les camping-cars traditionnels américains, qu'on voit forcément très peu sur les routes françaises. Évidemment, avec la consommation des bêtes et le prix du carburant, c'est peut-être pas une bonne idée d'en acheter un maintenant.
Bon, les gouttes commencent à arriver, donc j'ai repris la veste et couvert mon sac. Et forcément, une fois que j'ai eu fini tout ça, ben, la pluie s'est arrêtée. Du coup, maintenant j'ai chaud. J'arrive enfin à Navarenx. Et ça, c'est la bonne prononciation. Pour l'instant, j'en suis à 32 km et demi. Donc, comme d'habitude, en fonction de l'emplacement du gîte, ça fera du 33 ou 33 et demi. J'aime bien ma chambre. Voilà, fin de cette étape de 33 km, au cours de laquelle j'ai quand même pris mon temps pour profiter du soleil. Demain, à 19 km, donc ça va être plutôt cool. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.